Bonjour à tous. Je voulais d'abord commencer ce propos en vous disant que l'une des observations que je fais depuis un certain nombre d'années avec un grand nombre d'entre vous, c'est que finalement notre pays craint toujours de mal faire les choses. Et pourtant, sans prétendre à l'exemplarité dans beaucoup de domaines, c'est vrai, force est de constater qu'en matière de partage de la valeur, et sans prétendre donner la leçon aux autres, je pense que la France n'a pas forcément à en recevoir non plus des autres. On ne le sait peut-être pas suffisamment, mais c'est vrai que la France est quasiment sur le toit de l'Europe en termes de répartition des richesses. En tout cas, si on mesure celle-ci, ce qui est toujours évidemment ensuite un parti pris méthodologique, mais en tenant compte de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Nous sommes devancés par un pays avec lequel nous n'avons pas une grande proximité, la Slovénie. Et finalement, l'économie française, avec 64,8% en 2021 d'une part salaire dans la valeur ajoutée, devance très largement ses voisins du reste du continent, à commencer même par l'Allemagne, qui est très loin derrière avec 61%. Et moi, je suis absolument persuadé que ce résultat n'est pas du tout le fruit du hasard, mais celui d'un engagement de long terme en faveur d'un partage de la valeur à la fois plus efficace sur le plan économique, mais aussi plus juste sur le plan social de la valeur créée par nos entreprises. Alors, il me semble que cet engagement est d'abord un engagement politique. La troisième voie, au fond, qu'avait ouverte le général de Gaulle à travers les ordonnances de 1959 sur l'intéressement, mais aussi celle de 1967, outre sur la participation, qui a aussi fondé l'actionnariat salarié collectif en France, eh bien cette troisième voie, 50 ans après, on voit que c'est une véritable révolution. Et c'est vrai que depuis lors, depuis cette époque, qui est un peu l'époque bénie, où on a posé les fonds baptismaux de notre sujet, plusieurs générations d'élus, de droite comme de gauche d'ailleurs, ont repris le flambeau de l'actionnariat salarié, de l'épargne salariale et en général du partage de la valeur. De Laurent Fabius, qui a laissé sa trace à travers une loi en 2001, jusqu'à évidemment au président de la République actuelle, Emmanuel Macron, en passant aussi par Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, mais aussi ancien ministre de l'économie et des finances, qui est le père de la loi du 30 décembre 2006, qui comportait aussi de nombreuses dispositions favorables à l'actionnariat salarié. Mais pour être parfaitement sincère avec vous, j'ai toujours été convaincu qu'on ne partage pas la valeur d'en haut. Depuis l'étage de l'État, c'est vrai qu'on peut définir un cadre plus favorable sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan fiscal, à l'association des salariés au capital. Mais ce n'est probablement pas à ce niveau qu'il est souhaitable de définir quelle est la part capitalistique que doivent détenir les collaborateurs au sein de l'entreprise. Ce sont, de mon point de vue, plutôt les entreprises qui doivent faire ce choix au terme d'un dialogue réfléchi entre l'actionnaire, le dirigeant et les salariés et leurs représentants. Et je crois que c'est bien cela la force du modèle français depuis plusieurs décennies. C'est, je pense, la convergence entre cette volonté politique de créer un nouveau modèle productif plus vertueux et sa traduction sur le terrain par une meilleure association des collaborateurs, à la fois au résultat, au capital et à la décision au sein de l'entreprise. Et cela ne me semble pas totalement excessif sous votre contrôle que de parler de triangle d'or. Parce que c'est vrai que plus et mieux on ouvre le capital, mais aussi la prise de décision stratégique et le résultat financier à un collectif plus large au sein de la société, et assurément, mieux cette entreprise et ses équipes se portent. À mon sens, c'est vrai qu'ouvrir le capital aux salariés de l'entreprise, c'est d'abord un état d'esprit, mais c'est aussi un acte fort de la part des dirigeants. Pourquoi ? Parce que c'est, à mon avis, un pari de le faire. Souvent le pari gagnant, mais pas toujours. Et autant les dispositifs d'épargne salariale dont a parlé Noélie Delahaye
qui ont d'ailleurs leurs vertus, hein, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais récompense une performance, une fois que celle-ci est établie, sous la forme d'une prime qui est distribuée aux salariés, autant les dispositifs d'actionnariat salarié, eux, résultent de l'attribution de titres de l'entreprise à des salariés en amont de la production, ce qui les inscrit davantage dans une logique de droit à investir. Donc, quelle que soit la performance, ce droit est acquis, ou en tout cas ouvert, à un certain nombre de salariés. Les spécialistes, comme Thibault Mirabel, ajouteront qu'au plan comptable, l'actionnariat salarié relève d'une logique de stock comptabilisée au bilan, là où l'épargne salariale répond à une logique de flux qui est, elle, inscrite au compte de résultat. Alors, sur le papier, il y a évidemment beaucoup de choses à attendre du déploiement de l'actionnariat salarié collectif jusque dans les PME. Évidemment, plus de motivation et d'engagement de la part des collaborateurs. Probablement aussi, et dans un contexte où les PME peinent encore à recruter, plus d'attractivité et une capacité certainement plus élevée à fidéliser les talents au sein de l'entreprise. Sans doute aussi, et certaines études, je vais y venir, y concluent, plus d'efficacité organisationnelle. Et à l'évidence, et ça me paraît d'ailleurs un point particulièrement décisif, un meilleur alignement des intérêts entre l'employeur et les employés, dans un pays où l'opposition des revenus du capital et des revenus du travail a souvent été érigée comme une barrière absolument déterminante. Mais au fond, est-ce que ces attentes qu'on est en droit d'avoir à l'égard de l'actionnariat salarié sont vraiment au rendez-vous? Est-ce que les quelques 54% de grandes entreprises qui ont déjà franchi le seuil de 3% d'actionnariat salarié en voient vraiment le bénéfice? Et est-ce que les 3,5 millions d'actionnaires salariés en ont, si j'ose dire, pour leur argent? C'est finalement la question de l'impact du sujet dont on traite cet après-midi. À l'évidence, les études américaines aboutissent à un résultat unanime que je vous laisse découvrir en détail à travers ce slide et qui m'amène à vous dire que oui, plus d'actionnariat salarié, c'est plus de productivité pour l'entreprise. Oui, plus d'actionnariat salarié, c'est aussi une plus grande une plus grande longévité pour un certain nombre d'entreprises, donc une garantie de survie plus forte. Oui aussi, en moyenne, plus d'actionnariat salarié, c'est évidemment plus de richesse pour les collaborateurs, même si ça a été rappelé aussi tout à l'heure, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque pour eux lorsque la santé financière et la valorisation de la société sont moins bonnes. Oui encore et enfin, pour ne pas être trop long, lorsque l'actionnariat salarié se développe, l'entreprise est évidemment plus vertueuse en général et peut-être contre toute attente, y compris sur le segment environnemental. On voit que plus on développe l'actionnariat salarié et moins les émissions de CO2 dans les entreprises sont fortes. Et ce n'est pas un phénomène chimique, c'est plutôt un phénomène qui relève de la prise de décision managériale, de se mettre en conformité avec une certaine vision de l'entreprise et de son impact. Donc, au fond, les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils sont reproductibles à l'Europe et à la France, puisqu'au fond, ce sont surtout des études américaines qui nous sont proposées. Je dois vous dire que si j'ai accepté de rejoindre l'aventure de Capital Collectif sous le sponsoring de mon ami Pierre Havet de Fondacte et sur la proposition officielle de Jean-Philippe Debat, c'est justement pour contribuer à l'effort que cette association entend se donner pour enrichir les datas dont on va bientôt pouvoir disposer pour formuler un certain nombre de conclusions franco-françaises issues d'une recherche franco-française. Prenons le temps, en effet, ça me semble utile, de réfléchir à ce que nous voulons mesurer et montrons notamment au pouvoir public que l'actionnariat salarié est un facteur majeur de vitalité de l'entreprise et de bien-être pour le collaborateur, évidemment, avec l'intérêt de ne pas dissocier l'un de l'autre. Pour terminer, je voudrais ajouter une chose importante. Ça a été un tout petit peu dit par une intervention tout à l'heure, mais c'est vrai que, à mon sens, tout concourt dans les toutes prochaines années à une véritable stimulation de l'actionnariat salarié collectif dans toutes les entreprises. Pas seulement d'ailleurs dans les grandes entreprises
et les ETI, mais aussi jusque dans les PME, et notamment celles qui ne sont pas cotées. Il y a plusieurs facteurs qui vont dans ce sens. Le premier, sur lequel je serai rapide, parce que je pense que vous connaissez très bien les textes, mais c'est vrai qu'il y a un environnement administratif et fiscal qui est quand même beaucoup plus favorable, de la loi Pacte, comme ça a été rappelé, à la loi Partage de la valeur de l'an dernier. Mais dans un contexte de dégradation des finances publiques, je crois qu'il nous appartient de veiller ensemble à ce que les avantages consentis, notamment sur le plan fiscal, soient pérennisés. Ce que nous pourrons sans doute mieux obtenir en faisant la démonstration de la performance supplémentaire induite par l'actionnariat salarié dans l'Hexagone, d'où l'importance des travaux que Capital Collectif est en train d'engager. Il y a ensuite, à mon avis, un deuxième facteur propice, c'est effectivement l'institutionnalisation plus forte de notre sujet. C'est vrai que la ministre Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui va d'ailleurs intervenir tout à l'heure, si j'ai bien compris, en clôture de cet après-midi, est très explicitement chargée, quand on regarde son portefeuille, de l'intéressement et de la participation, et qu'elle a un conseiller qui est lui-même dédié à ces sujets, mais aussi à celui de l'actionnariat salarié et du partage de la valeur. Et pour avoir accompagné, avec Agnès Bricard, qui est là au premier rang, il y a 2 semaines chez Novium à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, bien je sais effectivement que la ministre souhaite véritablement aller plus loin sur ces dispositifs, établir un dialogue avec chacun d'entre vous, avec chacun d'entre nous sur ce sujet. Et avec Agnès, avec laquelle je suis chargé par le gouvernement de faire ce lien entre l'État et les professionnels du secteur, il va de soi que je serai évidemment à l'écoute de toutes vos observations et de toutes vos recommandations pour améliorer et simplifier encore le cadre d'exercice de l'actionnariat salarié dans les entreprises françaises. Je me suis laissé dire que nous aurions peut-être une fenêtre d'opportunité législative, puisque dans le cadre effectivement du projet de loi sur la simplification, qui a été examiné par le Sénat et qui revient sur le bureau de l'Assemblée nationale, il y a à l'évidence une possibilité d'introduire des éléments de simplification qui se rapporteront au cadre de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Je pense que c'est peut-être l'opportunité et le moment de faire remonter un certain nombre de propositions. Pour vraiment terminer cette fois, je voudrais dire que j'ai évidemment bien conscience que dans notre sujet, le sujet de l'actionnariat salarié, rien de grand ne se fera évidemment sans l'appui des organisations qui participent à son développement. Je pense évidemment à l'AFG, je pense à la Fédération de l'actionnariat salarié, la FAS, je pense à Fondacte, je pense évidemment assurément cet après-midi à Capital Collectif, sans oublier le rôle évidemment éminent des sociétés de gestion, dont Natixis, qui a la grande amabilité de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, je termine ce propos en vous remerciant et en vous rappelant toute ma conviction de l'importance du sujet qu'on traite par rapport effectivement à ce nouveau modèle productif qu'on est en train d'installer, à cet enjeu derrière de la réindustrialisation qui évidemment détermine beaucoup de choses par rapport à nos gains de productivité, par rapport à notre innovation et au fond la réussite de l'économie française demain. Merci beaucoup de votre attention. Geoffroy de Vienne pour la CFTC. Juste pour vous rappeler que les syndicats, vous ne les avez pas mentionnés dans votre liste d'acteurs, et je crois quand même qu'ils ont un rôle important, et depuis de nombreuses années, et encore aujourd'hui, au travers d'une structure qui s'appelle le comité intersyndical de l'épargne salariale. Donc je crois qu'il faudrait que cette structure soit mieux connue et mieux intégrée dans vos réflexions. Oui, alors j'ai eu tort. Je n'ai d'ailleurs pas mentionné non plus les organisations patronales. Par contre, c'est vrai que quand j'évoque le sujet, je l'évoque évidemment en imaginant travailler avec les uns et les autres, y compris quand je donne un cours sur le partage de la valeur à l'ESCP Business School, où j'associe effectivement les uns et les autres. Et j'ai eu le plaisir d'avoir l'une d'entre vous
cet été pour dispenser son expérience et donner la voix et rappeler la voix évidemment extrêmement importante des salariés dans cette affaire.